Le soleil de l'après-midi filtrait par l'étroite fenêtre de la cuisine, éclairant les mains gercées de Bénédicte, tandis qu'elle frottait les casseroles en fonte. L'eau froide du robinet engourdissait ses doigts, mais elle ne le remarquait plus. La douleur physique faisait partie de son existence quotidienne depuis si longtemps qu'elle lui en était presque reconnaissante. Elle était plus supportable que l'autre douleur, celle qui vivait dans sa poitrine comme une pierre froide et lourde, qui ne la quittait jamais. Dehors, dans la cour en terre battue, résonnaient les voix des enfants de Sylvie qui jouaient. 4 voix distinctes, 4 rires qui se mêlaient au caquetage des poules et au braiement lointain d'un âne. Bénédicte ne leva pas les yeux, ne le faisait jamais quand elle les entendait. C'était plus facile ainsi, plus facile de faire semblant que ces voix n'étaient pas des couteaux aiguisés coupant son cœur. La porte de la cuisine s'ouvrit avec fracas. Sylvie entra, le visage rougi par la chaleur et le dégoût perpétuel qui semblait habiter ses traits. C'était une femme robuste, aux hanches larges et aux bras forts, avec des cheveux noirs tirés en un chignon serré qui accentuait la dureté de ses traits. Elle portait une robe de cotonnade défraîchie, mais parvenait tout de même à paraître imposante, digne. Encore avec ses casseroles. La voix de Sylvie était coupante comme une lame. Tu aurais dû finir il y a 1 heure. Le dîner ne se prépare pas tout seul. Ou tu crois que les poules vont se tuer et s'assaisonner toutes seules? Bénédicte la sentit sans répondre. Elle avait appris au cours des 5 longues années passées sous ce toit que les mots ne faisaient qu'aggraver les choses. Le silence était une question de survie. Elle me regarde comme si elle était une martyre, continua Sylvie en s'approchant. L'odeur âcre de sueur et de savon de Marseille émanait d'elle, comme si c'était ma faute si tu es ici à laver des assiettes chez moi. Tu devrais remercier chaque jour que nous t'ayons donné un toit après la mort de mon frère. Une autre famille t'aurait jeté à la rue comme une chienne galeuse. Je suis reconnaissante, oui, à Madame Sylvie, murmura Bénédicte sans cesser de frotter. Ses mains tremblaient légèrement sous l'eau. Reconnaissante. Sylvie laissa échapper un rire rauque. Si tu étais reconnaissante, tu travaillerais sans cet air de croque-mort. Si tu étais reconnaissante, tu ne serais pas un poids mort dans cette famille. Bénédicte mordit sa lèvre inférieure avec une force suffisante pour sentir le goût du sang. 5 ans. 5 ans depuis que son mari, Raymond, le frère cadet de Sylvie, était mort de la fièvre jaune. 5 ans à vivre sous ce toit, à supporter chaque regard de mépris, chaque commentaire empoisonné, et tout cela pour une seule raison. Elle n'avait pas réussi à donner d'enfant à Raymond. Dans le village de Saint-Benoît-des-Champs, les femmes sans enfants étaient vues avec pitié ou suspicion. Mais les veuves sans enfants étaient pires. Elles étaient inutiles, n'avaient pas de descendance pour les soutenir, n'avaient pas de but. Bénédicte avait appris qu'être inutile dans un monde qui mesurait la valeur d'une femme par sa fertilité était une condamnation silencieuse, une mort vivante. « Quand tu auras fini, balaie la véranda », ordonna Sylvie. « Et assure-toi que les enfants aient de l'eau fraîche dans les cruches avant de dormir. Et n'oublie pas de donner des grains aux poules avant le coucher du soleil. »« Oui, madame, oui. » La belle-sœur resta un instant de plus à la porte, l'observant, avec ses yeux sombres remplis de quelque chose que Bénédicte n'avait jamais réussi à déchiffrer complètement. Était-ce du ressentiment, une étrange jalousie, de la cruauté pure et simple? Peut-être était-ce tout cela à la fois, mélangé dans un chaudron d'amertume que Sylvie déversait sur elle quotidiennement. « Mon frère méritait mieux, » dit Sylvie finalement, d'une voix plus basse mais non moins coupante. Il méritait une épouse qui lui donnerait des héritiers, qui perpétuerait le nom des Delacroix. Mais il est tombé sur toi, stérile comme une terre aride et desséchée, et maintenant il n'est même pas là pour voir ce que tu as laissé. Rien, absolument rien. Les mots étaient vieux, répétés tant de fois qu'ils auraient dû perdre leur pouvoir de blesser, mais ils ne le perdaient jamais. Chaque fois, ils coupaient avec la même intensité, ouvrant des plaies qui n'avaient jamais le temps de cicatriser avant d'être rouvertes. Sylvie sortit en claquant la porte. Le silence qui suivit était lourd, oppressant.
Bénédicte laissa échapper un soupir tremblant et appuya ses mains sur le bord de la bassine en pierre. L'eau savonneuse s'écoulait de ses doigts. Elle regarda par la fenêtre le ciel, qui commençait à se teinter d'orange et de violet. Un jour de plus s'achevait, un jour exactement comme le précédent, et celui d'avant, et encore celui d'avant. Il n'en avait pas toujours été ainsi. Il fut un temps, si lointain qu'il semblait appartenir à une autre vie, où Bénédicte avait été heureuse. Elle se souvenait de son père, instituteur, dans le village voisin, lui apprenant à lire à la lueur des chandelles de suif. Elle se souvenait de sa mère, chantant en brodant près de la fenêtre, sa voix douce remplissant la maison de paix. Elle se souvenait de s'être sentie aimée, valorisée, remplie de rêves simples mais dorés. Puis vinrent les fièvres qui emportèrent ses parents le même hiver cruel. Bénédicte avait 17 ans. Sans famille proche, sans dot considérable, elle accepta d'épouser Raymond Delacroix, un jeune ouvrier agricole, silencieux mais pas cruel, qui avait montré de l'intérêt pour elle. Ce ne fut pas un mariage de grande passion, mais pas non plus un malheur. Raymond était gentil à sa manière, bien que distant, et elle avait pensé qu'avec le temps, avec les enfants qui viendraient, il construirait quelque chose de semblable à la chaleur qu'elle avait connue dans son enfance. Mais les enfants ne vinrent pas. Mois après mois, année après année, son ventre restait vide. Au début, Raymond ne disait rien. Puis commencèrent les regards dans le village, les murmures à la messe du dimanche à l'église paroissiale, les commentaires de Sylvie quand il lui rendait visite. Raymond commença à boire plus d'eau-de-vie, à parler moins. La distance entre eux se transforma en un abîme silencieux. Quand il mourut, Bénédicte se sentit coupable du soulagement qui se mêlait à sa douleur. Coupable parce qu'une partie d'elle se réjouissait de ne plus avoir à voir la déception dans ses yeux à chaque nouvelle lune. Et puis vint la réalité crue et implacable. Sans mari, sans enfant, sans parents, elle n'avait nulle part où aller. Sylvie et son mari Tertullien lui offrirent de rester. « C'est ce qu'on fait », avait dit Tertullien avec résignation en ajustant son chapeau de cuir. « C'est la famille. » Mais dès le premier jour, Sylvie s'était assurée que Bénédicte sache exactement quelle était sa place. Une servante sans salaire, un poids mort qui devait gagner chaque morceau de pain et de soupe avec un labeur acharné. Bénédicte finit de laver les casseroles et les plaça sur l'égouttoir en bois pour les faire sécher. Elle s'essuya les mains sur son tablier rapiécé et commença à préparer le dîner. Du manioc, une potée de légumes secs, un peu de viande séchée que Sylvie avait gardée. Les mêmes choses habituelles. Ses mains se mouvaient mécaniquement, épluchant, coupant, assaisonnant. Son esprit errait, comme il le faisait souvent dans ses moments de solitude. Et si elle avait eu des enfants, sa vie aurait-elle été différente? Aurait-elle été heureuse? Raymond l'aurait-il respectée dans le village? Des questions sans réponse qui la poursuivaient dans la quiétude des longues nuits. Mais il y avait quelque chose de plus profond qui la tourmentait, quelque chose qu'elle n'osait jamais dire à voix haute, pas même à elle-même. Et si le problème n'avait jamais été elle? Raymond avait été l'aîné de sa famille, mais après lui, Sylvie avait eu 4 enfants, sans difficulté. Les cousins de Raymond avaient aussi des familles nombreuses, tous fertiles, tous capables. Pourquoi alors osait-elle penser ainsi? Dans le village, personne ne remettait en question la fertilité d'un homme. C'était toujours la femme. Toujours. Et même si Bénédicte voulait croire autre chose, la réalité était accablante. 5 ans de mariage, sans une seule grossesse. Les preuves parlaient d'elles-mêmes. Le dîner se déroula dans le silence habituel. Tertullien, homme de peu de mots et de moins d'émotions, mangea sans lever les yeux de son assiette en terre cuite. Les 4 enfants de Sylvie, Anselme de 12 ans, Joseph de 10, Théobald de 8 et la petite Odette de 6, bavardaient entre eux. Sylvie servait et ordonnait avec l'efficacité de celle qui tenait la maison d'une main de fer. Bénédicte mangeait en dernier, après avoir servi tout le monde, assise au coin de la longue table en bois brut, comme il convenait à sa position. La nourriture était abondante, mais sans goût dans sa bouche. Tout avait perdu sa saveur depuis longtemps. Quand elle eut fini de tout nettoyer, il faisait déjà nuit.
Le ciel était constellé d'étoiles, et le chant des cigales emplissait la nuit. Bénédicte monta à sa petite alcôve sous le toit, à peine plus grande qu'un placard, avec une natte de paille et une couverture fine. Il n'y avait pas de fenêtre, juste une fente entre les tuiles, par où filtrait un rayon de lumière pendant la journée. En hiver, le froid était brutal. En été, la chaleur étouffante. Mais c'était son seul espace au monde qu'elle pouvait considérer comme sien. Elle s'allongea sur la natte, sans se déshabiller complètement. La fatigue pesait sur ses os comme du plomb fondu. Elle ferma les yeux, mais le sommeil ne venait pas. Il ne venait jamais facilement. Elle restait là, à regarder l'obscurité, à écouter les bruits de la maison se préparant pour la nuit, les pas lourds de Tertullien, la voix de Sylvie pressant les enfants, les rires étouffés, le grincement des lits en cuir, et puis le silence. C'est dans ce silence que la blessure de son cœur saignait le plus. Dans ce silence que les pensées qu'elle réprimait pendant la journée bouillonnaient à la surface. La solitude était une compagne constante, mais la nuit, c'était là qu'elle serrait le plus, quand elle murmurait des vérités cruelles à son oreille. « Tu ne vaux rien, tu es une erreur, tu n'as pas d'avenir, tu mourras ici, vieille et seule, sans laisser aucune trace dans ce monde. » Bénédicte serra fort les yeux, essayant de chasser ses pensées. Elle pria doucement une Ave Maria, comme sa mère le lui avait appris, mais les mots sortaient mécaniques, vides. Dieu semblait très distant dans cette alcôve sombre et étouffante. Les jours suivants s'écoulèrent dans la routine implacable de toujours. Se lever avant le soleil, allumer le four à bois, préparer le café filtré à la flanelle, faire la bouillie pour les enfants, laver le linge à la rivière située à 1/2 kilomètre de la maison, portant de lourdes charges sur son dos sous le soleil brûlant. Cuisiner, nettoyer, balayer, coudre, nourrir les poules, chercher de l'eau à la source, et toujours supporter les commentaires venimeux de Sylvie. C'est un jeudi, jour de marché au village, que tout changea. Bénédicte avait accompagné Sylvie au marché, portant les paniers pendant que sa belle-sœur faisait les courses. Le village de Saint-Benoît-des-Champs était petit, juste une rue principale de pavés irréguliers, bordée de petites maisons blanchies à la chaux et bleue. L'église paroissiale dominait la place centrale, son clocher blanc s'élevant imposant contre le ciel. C'était jour de marché, et les étals s'étendaient sur la place. Légumes, fruits, poulets vivants, tissus, poteries, couteaux, cordes. Bénédicte suivait Sylvie en silence, 3 pas derrière, comme il convenait, les yeux baissés, mais elle sentait les regards. Elle les sentait toujours. Les femmes de la bonne société locale, épouses de petits propriétaires fonciers, de commerçants, le clerc, l'observaient avec ce mélange de pitié et de mépris. Elle entendit des murmures en passant. La pauvre, 5 ans de veuvage et rien. Stérile, dit-on. Quelle honte pour la famille Delacroix. Les mots étaient des poignards, mais Bénédicte avait appris à marcher au milieu d'eux sans montrer qu'ils la blessaient. Elle gardait un visage impassible, un masque d'acceptation sereine qui cachait la tempête intérieure. C'est en passant devant la boutique de M. Boniface que Bénédicte entendit la conversation qui allait tout changer. Sylvie s'était arrêtée pour parler à Madame Léopoldine, l'épouse de l'apothicaire. Bénédicte resta à une distance respectable, tenant les paniers. À quelques pas de là, un groupe d'hommes discutait devant la boutique, buvant de l'eau-de-vie dans de petits verres épais. Parmi eux se trouvaient Tertullien et d'autres propriétaires de la région. « On dit que le colonel Delacroix cherche une gouvernante pour la petite », commenta l'un des hommes. Un type maigre avec une énorme moustache. « Une gouvernante ?» Tertullien cracha par terre. « Ce que cet homme a besoin, c'est d'une nouvelle épouse. Ce n'est pas naturel qu'un homme de sa position vive seul depuis 3 ans. Il ne veut pas se remarier, dit un autre. Depuis que Madame Eulalie est morte en couche, on dit qu'il a juré de ne plus jamais poser les yeux sur une autre femme. Sottise, grommela Tertullien. Un homme a besoin d'une femme, et la petite a besoin d'une mère. Mais enfin, ce ne sont pas mes affaires. Ce que je sais, c'est qu'il paie cher pour quelqu'un qui s'occupe de sa fille. La petite est traumatisée par la mort de sa mère et ne parle à personne. Eh bien,
Je connais quelqu'un qui y a envoyé sa nièce, dit l'homme à la moustache. Jeune fille de bonne famille, éduquée, elle n'a tenu que 3 jours. Elle est partie en courant, disant que la maison était hantée et que le colonel était un tyran. Les hommes rirent. Tertullien but son petit verre d'eau de vie d'un trait. C'est à ce moment que les yeux de Sylvie rencontrèrent ceux de Bénédicte. Et dans ce regard, Bénédicte vit quelque chose qui fit geler son sang, une idée naissante, une idée terrible. Cette nuit-là, après le dîner, Sylvie appela Tertullien dans la chambre. Bénédicte était dans la cuisine en train de ranger les assiettes propres quand elle entendit des voix étouffées. Ce n'était pas intentionnel, mais la maison était petite et les murs minces. Elle ne put s'empêcher d'entendre. « Je suis fatiguée de la soutenir », disait Sylvie, sa voix chargée d'amertume. « Cela fait 5 ans, Tertullien, 5 ans que je lui donne à manger et un toit sans rien recevoir en retour. »« C'est la famille, » répondit Tertullien avec sa flegme habituelle. « Nous en avons déjà parlé. Une famille qui ne sert à rien. Elle n'a pas d'enfant, n'en aura jamais. Elle n'a nulle part où aller, personne qui veuille d'elle. C'est un poids mort qui nous pend au cou. Que veux-tu que je fasse? Que je la jette à la rue ?» Il y eut un silence, puis la voix de Sylvie, plus basse, plus calculatrice. « Le colonel Joachim cherche quelqu'un pour s'occuper de sa fille, et Bénédicte sait lire, écrire, elle a été éduquée par son père instituteur. Elle pourrait servir à s'occuper de la petite Sylvie. Il paie, Tertullien, bon argent, et nous serions libérés de ce fardeau. » Bénédicte sentit ses jambes flancher. Elle s'appuya contre le mur, le cœur battant à tout rompre. Ils allaient la vendre comme une esclave, comme un animal. Ils allaient se débarrasser d'elle comme on se débarrasse d'un vieux chien qui ne sert plus à la chasse. « C'est ta belle-sœur !» dit Tertullien, mais sa voix ne portait pas de conviction. « Et tu es mon mari et tes enfants ont besoin de manger. Cette maison a besoin de réparation. Nous avons besoin d'acheter plus de terre. Et tu sais que le colonel paie bien. Ce serait une transaction juste. » Transaction. Le mot sortit de la bouche de Tertullien avec un arrière-goût amer, mais Bénédicte comprit qu'il y pensait. « Et elle, tu crois qu'elle accepterait ?» Sylvie rit. Un son rauque et sans humour. « Elle n'a pas le choix. Où irait-elle? Dans la rue. Au moins au domaine Sainte-Croix, elle aura un toit et à manger. C'est mieux que ce qu'elle mérite. » Bénédicte n'entendit plus rien. Elle monta aveuglément dans son alcôve, la poitrine serrée, les yeux brûlants, mais sans larmes. Elle ne pleurait plus. Elle avait oublié comment. Elle s'allongea sur la natte et regarda les ombres danser sur les tuiles. Alors c'était ça. Après 5 ans à servir comme une esclave, à avaler des humiliations quotidiennes, à travailler jusqu'à ce que ses os lui fassent mal, il serait récompensé par de l'argent pour sa servitude. Elle serait vendue, transférée comme un objet d'une maison à l'autre. Le colonel Joachim de la Croix. Bénédicte connaissait le nom comme tout le monde dans la région. C'était une figure légendaire, presque mythique. On disait que son domaine était le plus grand et le plus prospère de la région, qu'il était juste, mais sévère, généreux, mais distant. On disait aussi qu'après la mort de son épouse, il s'était enfermé en lui-même, devenant sombre et impénétrable. Et maintenant, elle serait envoyée pour s'occuper de sa fille, une enfant traumatisée que personne n'arrivait à atteindre. Bénédicte aurait dû ressentir de la terreur, aurait dû ressentir du désespoir. Mais ce qu'elle ressentit fut quelque chose de différent, quelque chose qu'elle n'attendait pas, une minuscule pointe de curiosité, peut-être même d'espoir. Là, dans cette maison, elle n'avait pas d'avenir. C'était une servante sans salaire, un fardeau toléré, une femme sans but. À 27 ans, sa vie était déjà tracée. Elle vieillirait là, travaillant jusqu'à ne plus pouvoir, jusqu'à ce qu'un jour son cœur fatigué s'arrête tout simplement. Mais au domaine Sainte-Croix, qui sait si cela ne pourrait pas être différent? Et pas mieux peut-être, mais différent. Et à ce moment-là, même différent, cela semblait un cadeau. Sylvie ne perdit pas de temps. Le lendemain matin, après que Tertullien fut parti au champ, elle appela Bénédicte dans le salon. « Assieds-toi » ordonna-t-elle, désignant un banc en bois.
Bénédicte obéit, les mains croisées sur les genoux. Sylvie resta debout, les bras croisés sur sa large poitrine, le visage fermé. « Je vais être directe, » commença Sylvie. « Tu ne peux pas rester ici éternellement. » Bénédicte ne répondit pas. Que pouvait-elle dire? « Pendant 5 ans, nous t'avons donné un toit et de la nourriture. Nous avons rempli notre devoir chrétien, mais nous ne pouvons pas continuer à te soutenir indéfiniment. Tertullien et moi avons 4 enfants, des responsabilités. Tu comprends? » « Je comprends, madame. » Le colonel Joachim Delacroix cherche quelqu'un pour s'occuper de sa fille. La petite a 5 ans et a été traumatisée par la mort de sa mère. Elle a besoin de quelqu'un avec de la patience, de l'éducation. Tu sais lire et écrire grâce à ton père. Tu serais approprié pour le poste. Bénédicte déglutit. Vous voulez que j'aille au domaine Sainte-Croix? Ce n'est pas une question de vouloir, c'est une question de nécessité pour toi et pour nous. Sylvie décroisa les bras et s'approcha. Tu auras un toit, de la nourriture, peut-être même un petit salaire. C'est plus que ce que tu as ici. La vérité crue et implacable était claire entre elles. Bénédicte n'avait pas le choix. Elle n'en avait jamais eu. Quand partirai-je? Demanda Bénédicte, sa voix étonnamment calme. Tertullien va parler au colonel aujourd'hui même. S'il accepte, tu partiras à la fin de la semaine. 5 jours. Elle avait 5 jours pour se préparer à quitter la seule vie qu'elle avait connue depuis 5 ans. La seule vie qu'elle avait. D'accord, dit Bénédicte, et en prononçant ces mots, elle sentit quelque chose d'étrange. Ce n'était pas du soulagement, ce n'était pas de la peur, c'était de l'acceptation. Acceptation que son destin n'avait jamais été le sien à contrôler. Sylvie la sentit satisfaite. Va préparer le déjeuner et ne mentionne pas cela aux enfants pour l'instant. Bénédicte se leva et alla à la cuisine. Ses mouvements étaient automatiques. Elle alluma le feu, prit les ingrédients et commença à préparer la nourriture. Mais son esprit était ailleurs, imaginant à quoi ressemblerait ce domaine, cet homme sombre, cette petite fille brisée. Peut-être, pensa-t-elle en coupant des oignons, c'était le moment de recommencer, ou peut-être n'était-ce qu'une autre façon de mourir à petit feu. Les 5 jours passèrent en un éclair. Tertullien se rendit au domaine Sainte-Croix et revint avec la nouvelle. Le colonel Joachim avait accepté. Bénédicte devait se présenter le samedi à midi. Il recevrait un petit paiement pour le transfert et elle gagnerait le gîte, le couvert et un modeste salaire. Bénédicte ne possédait pas grand-chose. Ses vêtements tenaient dans un unique petit coffre en bois. 3 robes simples, quelques sous-vêtements, un châle qui avait appartenu à sa mère, une paire de bottines usées. Elle y rangea également sa seule possession de valeur. Une Bible qui avait appartenu à son père, avec son écriture dans les marges, des notes et des réflexions qu'elle lisait les nuits de plus grande solitude. Le vendredi soir, sa dernière nuit dans cette maison, Bénédicte ne put dormir. Elle resta allongée sur la natte, écoutant les sons familiers de la maison, le ronflement de Tertullien, le grincement du bois, le vent dans les tuiles, des sons qu'elle avait détestés, mais pour lesquels elle ressentait maintenant étrangement une pointe de nostalgie. Elle ne regretterait pas Sylvie, la cruauté constante des humiliations, mais elle regretterait d'avoir un endroit connu, aussi mauvais fût-il. L'inconnu faisait toujours peur. Le samedi matin, Bénédicte enfila sa meilleure robe, une robe de coton bleu marine, simple, mais propre et sans rapiessage. Elle attacha ses cheveux en un chignon ferme, chaussa ses bottines, se regarda dans le morceau de miroir cassé, accroché au mur. Une femme de 27 ans la regarda en retour. Visage mince mais toujours beau, yeux sombres et profonds, peau mate, brûlée par le soleil, lèvres fines. Ce n'était plus la jeune fille de 17 ans qui s'était mariée, pleine d'espoir timide. C'était une femme endurcie par la douleur, mais pas brisée. Pas encore. Elle descendit avec son coffre. La famille était déjà dans la cour. Tertullien ajusta le coffre sur la charrette. Sylvie observait les bras croisés, le visage impénétrable. Les enfants regardaient curieux. « Où va Tata Bénédicte ?» demanda la petite Odette. « Travailler dans une autre maison.
répondit Sylvie sèchement. « Va lui dire au revoir. » Les enfants s'approchèrent. Seule Odette, la plus jeune et la plus innocente, lui serra les jambes. Les autres se contentèrent de saluer, déjà endoctrinés dans l'indifférence des adultes. Bénédicte s'agenouilla et serra Odette un instant. La petite sentait le savon et l'enfance. « Sois sage, » murmura Bénédicte, « étudie beaucoup. » Elle monta dans la charrette à côté de Tertullien. Il fit avancer les chevaux. La maison de Sylvie resta derrière, de plus en plus petite, jusqu'à disparaître complètement entre les arbres. La route en terre battue serpentait entre les plantations de canne à sucre et de manioc. Le soleil brillait fort dans le ciel bleu, sans nuages. L'air sentait la terre, la végétation, l'espoir lointain. Tertullien ne parla pas pendant tout le trajet. C'était un homme de silence, et Bénédicte le remerciait pour cela. Elle ne voulait pas de conversation. Elle voulait juste penser, se préparer à ce qui allait venir. Ils mirent près de 2 heures. Quand ils tournèrent enfin sur une route bordée de palmiers majestueux, Bénédicte sentit son cœur s'accélérer. Au loin, au sommet d'une douce colline, s'élevait la maison de maître du domaine Sainte-Croix. Elle était imposante, une construction coloniale à 2 étages, peinte en blanc avec des détails bleus, entourée de jardins et d'arbres luxuriants. La large véranda avait des colonnes et des hamacs. Les fenêtres étaient nombreuses, avec des jalousies en bois. À l'arrière, on voyait la chapelle privée, les anciennes dépendances aménagées, les hangars, les enclos. C'était un petit royaume isolé, autosuffisant. Tertullien arrêta la charrette devant l'entrée latérale, où se trouvait l'accès des domestiques. Une femme âgée, aux cheveux gris et au regard sévère, attendait. Elle portait une robe noire et un tablier blanc impeccable. « Madame Gertrude » demanda Tertullien, ôtant son chapeau. « C'est moi » répondit la femme d'une voix ferme. « Et c'est cette femme ?»« Oui, madame, Bénédicte de la Croix, veuve de mon beau-frère. » Madame Gertrude examina Bénédicte de la tête aux pieds avec des yeux critiques. Trop maigre, elle a l'air malade. « Travailleuse, madame, » dit Tertullien, « et éduquée. Elle sait lire et écrire. »« Nous verrons. » Madame Gertrude fit un geste impatient. « Apportez le coffre. Elle logera dans la chambre du fond. » Bénédicte descendit de la charrette, les jambes tremblantes. Tertullien déchargea le coffre et le remit à un jeune homme qui apparut de l'intérieur de la maison. Puis, sans cérémonie, il prit congé d'un signe de tête et partit. Bénédicte resta là, seule devant cette énorme maison, avec cette femme sévère, l'observant comme s'il s'agissait d'un animal à dompter. « Entrez !» ordonna madame Gertrude. « Le colonel veut la rencontrer avant de décider si elle reste ou non. » Bénédicte déglutit et suivit la gouvernante à l'intérieur de la maison de maître. Le couloir était frais et sombre, avec des carreaux portugais sur les murs et un plancher de larges planches cirées. Il sentait la cire d'abeille et les fleurs. Tout était impeccablement propre et organisé. Madame Gertrude la conduisit à une pièce au premier étage. « Attendez ici, le colonel viendra bientôt. » Et puis, Bénédicte se retrouva seule. La pièce était spacieuse, avec des meubles en palissandre, une bibliothèque remplie de livres, des tableaux aux murs, montrant des paysages et des portraits de famille. Une grande fenêtre donnait sur les jardins. Bénédicte n'osa pas s'asseoir. Elle resta debout au centre de la pièce, les mains croisées devant son corps, le cœur battant à tout rompre. Des pas lourds dans le couloir, la porte s'ouvrit et alors, pour la première fois, Bénédicte vit le colonel Joachim de la Croix. Il était grand, peut-être d'une bonne tête de plus que la plupart des hommes. Épaules larges, posture droite, presque militaire. Il portait des vêtements simples, mais de bonne qualité, un pantalon de lin blanc, une chemise également blanche, les manches retroussées, montrant des avant-bras bronzés. Il avait environ 40 ans. Les cheveux noirs avec quelques mèches argentées aux tempes, la barbe bien taillée. Mais ce qui impressionna le plus Bénédicte, ce furent ses yeux, sombres, profonds, intenses. Des yeux qui avaient vu la tristesse et qui portaient un poids. Il s'arrêta à la porte et l'observa. Le silence dura un instant, trop long.
Vous êtes Bénédicte de la Croix? Sa voix était grave, contrôlée. Oui, monsieur. Madame Gertrude m'a dit que vous saviez lire et écrire. Oui, monsieur, mon père était instituteur. Mon nom est Joachim, mais ici on m'appelle colonel. Vous comprenez pourquoi vous êtes ici? Pour m'occuper de votre fille, monsieur. Il hocha la tête lentement. Ma fille Isabelle a 5 ans. Elle a perdu sa mère il y a 3 ans pendant l'accouchement d'un frère qui n'a pas survécu non plus. Depuis, elle ne parle pas. Avec des mots, du moins. J'ai eu plusieurs gouvernantes et toutes ont échoué. Pensez-vous pouvoir l'aider? Bénédicte le regarda dans les yeux. Il y avait du défi, là, mais aussi un désespoir silencieux, un père qui ne savait pas comment atteindre sa propre fille. « Je ne sais pas, monsieur, » dit Bénédicte honnêtement, « mais je peux essayer. Je promets que j'essaierai. » Quelque chose changea sur son visage, un léger radoucissement des lignes dures autour de la bouche. « C'est tout ce que je demande. Vous aurez votre propre chambre, 3 repas par jour, un petit salaire mensuel. J'attends dévouement et patience. Madame Gertrude gère la maison et me fera part de vos progrès. Avez-vous des questions? Quand dois-je commencer? Maintenant. » Il se retourna pour partir, mais s'arrêta à la porte. Bénédicte. Oui, monsieur. Ma fille est la chose la plus importante au monde pour moi. Si vous parvenez à l'atteindre, je vous en serai éternellement reconnaissant. Et puis il partit, laissant Bénédicte seule de nouveau. Mais cette fois, quelque chose était différent. Dans cette voix grave, dans ses yeux tristes, dans cette simple requête, Bénédicte avait ressenti quelque chose qu'elle n'avait pas ressenti depuis des années. Un but. Peut-être, juste peut-être, sa vie n'était pas encore terminée. Peut-être y avait-il encore de l'espoir. Madame Gertrude revint dans le salon quelques minutes après le départ du colonel. La gouvernante avait sur le visage cette expression sévère qui semblait permanente, sculptée dans la pierre par des décennies de service. « Venez !» ordonna-t-elle sans préambule. « Je vais vous montrer vos quartiers et ensuite je vous emmènerai rencontrer la petite. » Bénédicte la suivit dans les larges couloirs de la maison de maître. Les murs étaient décorés de carreaux portugais, dans des tons de bleu et de blanc, représentant des scènes pastorales et des navires. Le plancher de larges planches craquait légèrement sous ses pas. Elles passèrent devant plusieurs portes closes, devant une salle à manger imposante, avec une table qui pouvait facilement accueillir 20 personnes, devant une grande cuisine, où 2 femmes travaillaient en silence. Elles montèrent un escalier latéral, plus étroit, clairement destiné aux employés. Au 2e étage, Madame Gertrude ouvrit une porte au bout du couloir. « Ce sera votre chambre. » Bénédicte entra et dut contrôler son expression de surprise. Comparé à l'alcôve étouffante de la maison de Sylvie, c'était un palais. La chambre avait une vraie fenêtre avec vue sur les jardins latéraux. Il y avait un lit avec un matelas de paille fraîche, non juste une natte, une petite commode, un miroir ovale au mur, une chaise avec un siège en paille, simple mais propre et aéré, mur blanchi à la chaux, rideau de coton brut à la fenêtre. « Vos repas seront pris à la cuisine avec les autres domestiques », expliqua Madame Gertrude. « Café à 6 heures du matin, déjeuner à midi, dîner à 19 heures. Vous vous lèverez à 5h30. À 6h30, après le café, vous irez chercher la petite Isabelle dans sa chambre. Vous passerez la journée avec elle, l'instruisant, la divertissant, prenant soin d'elle. À 20h, une fois l'enfant endormi, vous serez libre. Le dimanche après-midi, vous aurez une demi-journée de congé, compris? Oui, madame. Le colonel est un homme bon, mais exigeant. Il aime sa fille plus que tout, mais ne sait pas comment l'atteindre depuis la mort de son épouse. C'est votre tâche. Ce ne sera pas facile. La petite est brisée. » Madame Gertrude prononça le dernier mot avec un mélange de tristesse et de frustration. « Mais il y a eu 7 gouvernantes avant vous. Aucune n'a duré plus de 2 semaines. »« Pourquoi pas ?» demanda Bénédicte, la curiosité l'emportant sur la prudence. Madame Gertrude l'examina de ses petits yeux perçants.
Certaines disent que la petite est hantée, qu'elle voit des choses. D'autres n'ont tout simplement pas pu supporter le silence. Une enfant de 5 ans qui ne prononce pas un seul mot, qui vous regarde avec ses yeux énormes et tristes, ça effraie les gens, ça les fait se sentir inadéquats. La gouvernante haussa les épaules. Nous verrons combien de temps vous tenez. Ce n'était pas exactement un vote de confiance, mais Bénédicte n'en attendait pas moins. Quand puis-je la rencontrer? Tout de suite. Rangez vos affaires rapidement. Rose apportera votre coffre dans un instant. Madame Gertrude sortit, laissant la porte entr'ouverte. Bénédicte resta immobile au milieu de la chambre, respirant profondément. Alors c'était ça. Sa nouvelle vie commençait ici, dans cette chambre petite mais digne, dans cette maison grande et mystérieuse, s'occupant d'une enfant silencieuse et d'un père désespéré. Un léger coup à la porte la tira de ses pensées. Une jeune femme métisse d'une 20aine d'années entra, portant le coffre de Bénédicte avec une facilité surprenante. Elle était jolie, avec des yeux en amande et un large sourire. « Madame Bénédicte, je suis Rose, je travaille à la cuisine et j'aide Madame Gertrude. » Sa voix était mélodieuse, accueillante, un contraste saisissant avec la sévérité de la gouvernante. « J'ai apporté vos affaires. »« Merci, Rose. » Bénédicte l'aida à déposer le coffre au pied du lit. Rose observa le petit coffre avec une pointe de pitié dans les yeux. « C'est tout ce que vous avez ? » « C'est tout ce dont j'ai besoin. » Rose hocha la tête, comprenant plus que Bénédicte n'avait dit. « Si vous avez besoin de quoi que ce soit, n'hésitez pas à me chercher. Ma chambre est au bout du couloir, près de la cuisine. Et ne faites pas trop attention à Madame Gertrude. Sa coquille est dure, mais son cœur est tendre. Elle est juste fatiguée de voir la petite Isabelle souffrir. Vous connaissez Isabelle. Je la connais depuis qu'elle est née. J'avais 16 ans quand j'ai commencé à travailler ici. J'ai vu Madame Eulalie enceinte, toute heureuse, faisant des projets. J'ai vu quand elle a eu la petite, et toute la maison était en fête. » Le sourire de Rose se fana. « Et j'ai vu quand elle est morte 3 ans plus tard, essayant de donner un fils au colonel. Le bébé n'a pas survécu, et elle a saigné jusqu'à ne plus avoir de sang. Isabelle a tout vu, elle n'avait que 2 ans, mais elle a vu sa mère mourir. Depuis, elle n'a plus parlé. » Bénédicte sentit un pincement au cœur. Pauvre enfant. Le colonel fait ce qu'il peut, mais lui-même est brisé. Il aimait Madame Eulalie comme un fou. On dit que c'était un mariage d'amour véritable, pas arrangé. Quand elle est morte, quelque chose est mort en lui aussi. Rose soupira. Cette maison était autrefois pleine de rire. Maintenant, ce n'est que silence et tristesse. Peut-être qu'elle pourra retrouver des rires, dit Bénédicte, plus pour elle-même que pour Rose. Rose la regarda avec quelque chose de semblable à de l'espoir. Puisse-t-il en être ainsi, Madame Bénédicte, puisse-t-il en être ainsi? Quelques minutes plus tard, Bénédicte suivit Madame Gertrude jusqu'à la chambre d'Isabelle. Elle se trouvait au 2e étage, dans l'aile opposée, l'une des portes donnant sur les jardins de devant. Madame Gertrude frappa doucement. « Isabelle, c'est moi, Madame Gertrude. J'ai amené quelqu'un pour vous rencontrer. » Silence. La gouvernante ouvrit la porte lentement. La chambre était charmante. Murs peints d'un jaune doux, rideaux blancs aux broderies délicates, un petit lit à baldaquin de dentelle, une étagère remplie de jouets et de livres, un coffre peint de fleurs. La fenêtre était ouverte, laissant entrer la brise parfumée du jardin. Mais ce qui captura l'attention de Bénédicte fut la petite fille. Isabelle était assise par terre, près de la fenêtre, serrant une poupée de chiffon. Elle était petite pour 5 ans, menue, avec des cheveux châtains ondulés, tombant en cascade jusqu'aux épaules. Elle portait une simple petite robe blanche. Elle avait un visage angélique, délicat, avec une peau très claire qui voyait rarement le soleil. Mais ce qui impressionnait le plus, c'était ses yeux, immenses, marron foncé, remplis d'une tristesse trop profonde pour une enfant si petite. Lorsque les 2 femmes entrèrent, Isabelle leva les yeux.
Un instant, ses yeux énormes se posèrent sur Bénédicte. Il n'y avait pas de peur en eux, ni de curiosité, juste une acceptation vide, comme si une étrangère de plus ne faisait aucune différence. « Isabelle, voici Madame Bénédicte », dit Madame Gertrude d'une voix plus douce que Bénédicte n'aurait imaginé. « Elle va passer les journées avec vous à partir de maintenant. Elle prendra soin de vous, jouera avec vous, vous enseignera de belles choses. » Isabelle ne répondit pas, se contenta de serrer plus fort sa poupée de chiffon et de reporter son regard vers la fenêtre. Madame Gertrude soupira. « Vous voyez, c'est toujours comme ça. Ça ne sert à rien de lui parler. Elle ne répond pas. » Bénédicte fit un pas en avant, ignorant la gouvernante. Elle s'agenouilla par terre, à la hauteur de la petite fille, mais en gardant une distance respectueuse. Elle ne voulait pas l'envahir, l'effrayer. « Bonjour, Isabelle, » dit Bénédicte d'une voix douce. « Mon nom est Bénédicte. Puis-je m'asseoir ici, près de vous ?» Isabelle ne répondit pas, mais ne s'éloigna pas non plus. Bénédicte s'assit par terre, jambes croisées, à environ 2 mètres de la petite fille. « Quelle jolie poupée vous avez! Comment s'appelle-t-elle » Silence. « Quand j'étais petite comme vous, j'avais aussi une poupée. Ma mère me l'avait faite avec des chutes de tissu. Je l'appelais Bonheur, parce que chaque fois que je la regardais, j'étais heureuse. » Bénédicte sourit doucement. « Votre poupée a l'air très chère. Je parie qu'elle a des histoires à raconter. » Isabelle regarda la poupée, puis Bénédicte. Quelque chose de minuscule changea dans ses yeux. Pas beaucoup, mais assez pour que Bénédicte le remarque. La petite fille écoutait. « Vous savez, Isabelle, je suis venue de très loin pour vous rencontrer. Je suis venue d'un petit village où je vivais avec ma belle-sœur et mes neveux, mais maintenant je suis ici et je suis très heureuse de pouvoir passer du temps avec vous. » Bénédicte fit une pause. « Je sais que vous ne voulez pas parler, et ce n'est pas grave. Vous n'avez pas besoin de me parler si vous ne voulez pas, mais je serai là tous les jours, et nous pourrons faire des choses ensemble. Je peux vous raconter des histoires. Nous pouvons jouer dans les jardins. Je peux vous apprendre à lire. Et vous n'avez qu'à m'écouter. Vous n'avez rien à dire si vous ne voulez pas. » « D'accord. » Isabelle continua de la regarder. Puis, lentement, presque imperceptiblement, elle hocha la tête. C'était un petit geste, mais pour Bénédicte, c'était une victoire énorme. Madame Gertrude, derrière elle, laissa échapper un soupir de surprise. « Bien, » dit Bénédicte se levant. « Je crois que nous allons très bien nous entendre, Isabelle. Demain matin, après le café, je viendrai vous chercher et nous irons découvrir les jardins. Vous pourrez me montrer vos endroits préférés. Qu'en pensez-vous » Isabelle ne répondit pas, mais ses yeux suivirent Bénédicte, tandis qu'elle sortait de la chambre avec Madame Gertrude. Dans le couloir, la gouvernante s'arrêta et regarda Bénédicte avec une expression qui était presque du respect. Elle vous a acquiescé. Elle n'avait pas fait ça depuis des mois. « C'est un début, » dit Bénédicte simplement. « Oui. » Madame Gertrude réajusta son châle sur ses épaules. « Peut-être tiendrez-vous plus de 2 semaines, nous verrons. » Le reste de la journée passa dans un brouillard de nouveautés. Madame Gertrude montra à Bénédicte le reste de la maison de maître, la bibliothèque du colonel, remplie de livres du sol au plafond, interdite aux domestiques, mais accessible à Isabelle quand elle serait avec Bénédicte. La salle de musique, avec un piano couvert d'un drap qui n'avait pas été touché depuis la mort de Madame Eulalie, la salle de couture, où Bénédicte pourrait enseigner la broderie à Isabelle quand elle serait plus âgée. Les jardins avec des parterres de roses, de jasmin, de dahlias et des arbres luxuriants, des figuiers centenaires, un immense figuier, des cocotiers se balançant dans la brise. Le domaine était vaste. Bénédicte pouvait voir depuis la véranda les champs s'étendre à perte de vue. Plantations de canne à sucre majoritairement, mais aussi de manioc, de haricots, de maïs. Il y avait une sucrerie à proximité d'où venait l'odeur douce de la mélasse en ébullition. Les anciennes dépendances avaient été rénovées
et abritait désormais des travailleurs libres et d'anciens esclaves qui recevaient un salaire. Le colonel, avait dit Madame Gertrude avec une fierté voilée, était connu pour traiter ses travailleurs avec justice, payant des salaires décents, même lorsque la loi ne l'y obligeait pas. Le colonel ne croit pas à l'esclavage, expliqua la gouvernante tandis qu'elle marchait dans les jardins. Il a libéré tous les esclaves du domaine il y a 5 ans, avant même les lois d'émancipation. Cela a provoqué un scandale parmi les autres propriétaires. Mais il ne s'en est pas soucié. Il a dit qu'aucun homme n'avait le droit de posséder un autre. C'était l'une des choses que Madame Eulalie admirait le plus chez lui. Bénédicte sentit un éclair de respect pour le colonel. Des hommes avec une telle conviction morale étaient rares, surtout parmi la classe des riches propriétaires fonciers. Au coucher du soleil, Bénédicte dîna dans la cuisine avec les autres domestiques. Outre Rose, il y avait Joachim le jeune, appelé ainsi pour le différencier du colonel, un homme d'âge mûr, qui s'occupait des chevaux et de l'entretien de la propriété. Il avait les cheveux gris et les mains calleuses, mais un sourire doux. Il y avait aussi Sébastienne, la cuisinière principale, une femme noire, grande et imposante, qui commandait la cuisine comme une générale, mais cuisinait avec amour, et Madame Gertrude, bien sûr, qui présidait la table avec une autorité silencieuse. La nourriture était abondante et délicieuse. Une fricassée de poisson aux épices, une purée de manioc, du riz blanc, une galette croustillante, et pour le dessert des douceurs de coco. Bénédicte mangea lentement, savourant chaque bouchée. Cela faisait des années qu'elle n'avait pas si bien mangé. « Le colonel aime que tout le monde mange bien », expliqua Sébastienne en remarquant le plaisir de Bénédicte. « Il dit que personne ne travaille bien le ventre vide, et je suis d'accord avec lui. » Après le dîner, Bénédicte monta à sa chambre. La nuit était tombée, et par la fenêtre, on voyait le ciel étoilé. Le chant des cigales emplissait l'air avec l'arôme de jasmin des jardins. Elle s'assit sur son lit avec un vrai matelas, et un instant se permit de ressentir quelque chose qu'elle n'avait pas ressenti depuis longtemps, de la gratitude. Ce n'était pas une vie parfaite, c'était à bien des égards encore une vie de servitude, mais c'était différent. Ici, elle avait sa propre chambre, de la bonne nourriture, un but qui allait au-delà de la simple survie. Elle avait une enfant brisée qui avait besoin d'elle, un défi qui pouvait peut-être en valoir la peine. Bénédicte ouvrit son coffre et en sortit la Bible de son père. Elle passa ses doigts sur les pages jaunies, sur les annotations dans la marge, dans l'écriture familière. Elle lut un passage au hasard. « Le Seigneur est proche de ceux qui ont le cœur brisé et les sauve de l'esprit abattu. » Peut-être, pensa-t-elle, fermant doucement le livre. Il y avait de l'espoir pour les cœurs brisés, le sien, celui d'Isabelle, et peut-être, juste peut-être, celui du colonel aussi. Le premier jour commença tôt. Bénédicte se réveilla au chant des coqs et à l'odeur de café frais montant de la cuisine. Elle se lava dans la bassine avec de l'eau froide, enfila l'une de ses robes simples, attacha ses cheveux en un chignon ferme. Elle descendit pour le petit déjeuner. Dans la cuisine, Sébastienne travaillait déjà à préparer des pains, des galettes de manioc, des gâteaux de maïs. Le café était fort et aromatique, servi avec du lait frais et du sucre roux. Il y avait aussi des fruits, de la papaye, de la banane, de la goyave et du fromage grillé. « Bonjour, Madame Bénédicte », salua Rose joyeusement. « Bien dormi ? Mieux qu'en des années, » admit Bénédicte. Après le café, elle monta chercher Isabelle. Elle frappa doucement à la porte. « Isabelle, c'est moi, Bénédicte. Puis-je entrer ?» Silence. Mais ce n'était pas un silence de rejet. Bénédicte ouvrit la porte. Isabelle était déjà éveillée, assise sur le lit, serrant sa poupée. Elle portait encore sa chemise de nuit blanche, les cheveux ébouriffés encadrant son petit visage. « Bonjour », dit Bénédicte avec un sourire. « On va vous préparer pour la journée ? Ensuite, nous pourrons prendre le café ensemble et explorer les jardins. Qu'en pensez-vous » Isabelle la regarda avec ses yeux immenses. Elle ne répondit pas, mais descendit du lit et alla à l'armoire, où ses vêtements étaient suspendus.
Bénédicte l'aida à choisir une robe en coton jaune clair, avec des rubans blancs. Elle l'aida à l'enfiler, brossa ses longs cheveux jusqu'à ce qu'ils brillent, les tressa en 2 tresses lâches. Pendant tout le processus, Isabelle resta passive, mais non résistante. C'était comme habiller une poupée de porcelaine, belle et fragile. « Voilà, » dit Bénédicte, reculant d'un pas pour admirer le résultat. « Vous êtes magnifique, Isabelle. » La petite fille se regarda dans le miroir. Quelque chose vacilla dans ses yeux, mais disparut trop vite pour que Bénédicte l'identifie. Elles descendirent ensemble à la cuisine. Sébastienne avait préparé un plat spécial pour Isabelle. De la bouillie de tapioca au lait de coco et au sucre, de la banane écrasée à la cannelle et un verre de lait chaud. Isabelle s'assit à table et mangea lentement, mécaniquement. Bénédicte s'assit à côté d'elle, mangeant son propre repas, mais maintenant un doux monologue. « Vous aimez les bananes? J'adore ça. Ma mère avait l'habitude de faire un gâteau à la banane qui était délicieux. Peut-être qu'un jour nous pourrions demander à Sébastienne d'en faire un. Qu'en pensez-vous » Isabelle ne répondit pas, mais ses yeux brillèrent légèrement. Après le café, Bénédicte emmena Isabelle dans les jardins. La matinée était fraîche, le soleil encore bas à l'horizon, peignant tout d'une lumière dorée. Les fleurs étaient couvertes de rosée, scintillant comme des diamants. Des petits oiseaux chantaient dans les arbres. Bénédicte laissa Isabelle la guider. La petite fille marchait lentement sur les chemins de pierre, s'arrêtant occasionnellement pour toucher une fleur, observer un papillon. Bénédicte la suivait, gardant une distance respectueuse, se contentant d'observer. Elles arrivèrent à un énorme figuier aux branches tordues qui s'étendaient comme des bras accueillants. À l'ombre de l'arbre se trouvait un banc en bois. Isabelle s'y assit, serrant toujours sa poupée. Bénédicte s'assit à côté d'elle. « Cet endroit est magnifique. Je parie que votre mère aimait venir ici. » Isabelle se raidit. Ses doigts serrèrent plus fort la poupée. Bénédicte réalisa son erreur, mais ne recula pas. « C'est difficile quand quelqu'un que nous aimons s'en va, n'est-ce pas? Ça fait très mal. Parfois, on dirait que la douleur ne s'arrêtera jamais. » Des larmes commencèrent à couler silencieusement sur le visage d'Isabelle. Bénédicte sentit son cœur se serrer. Lentement, avec précaution, elle tendit le bras et toucha l'épaule de la petite fille. Isabelle ne s'écarta pas. Encouragée, Bénédicte la tira doucement dans ses bras. Isabelle s'effondra contre elle, sanglotant silencieusement, son petit corps tremblant. Bénédicte la réconforta, caressant ses cheveux, murmurant des mots doux. « Tout va bien, ma chérie. Pleure, tout va bien. » Elles restèrent ainsi de longues minutes à l'ombre du manguier, tandis qu'Isabelle pleurait la mère qu'elle avait perdue 3 ans auparavant. Lorsque les sanglots cessèrent enfin, Isabelle s'écarta lentement. Ses yeux étaient rouges, le visage taché de larmes, mais il y avait quelque chose de différent en eux, une clarté qui n'était pas là auparavant. Bénédicte essuya doucement les larmes du visage de la petite fille avec son pouce. « Mieux. » Isabelle acquiesça, petit mais définitif. « Parfait. Maintenant, et si je vous racontais une histoire ?» Les yeux d'Isabelle s'écarquillèrent légèrement. Intérêt. Bénédicte sourit. « Il était une fois, dans une forêt très lointaine d'ici, un oiseau doré. » Et ainsi, Bénédicte commença à raconter, inventant au fur et à mesure, une histoire sur un oiseau qui avait perdu sa voix, mais avait trouvé d'autres façons de chanter. Isabelle l'écouta attentivement, les yeux fixés sur le visage de Bénédicte, absorbant chaque mot. De l'autre côté du jardin, caché derrière une colonne de la véranda, le colonel Joachim observait. Il était sorti pour sa promenade matinale quand il entendit des voix. Il s'approcha et vit sa fille pour la première fois depuis des années, pleurant ouvertement. Son premier instinct fut de courir, de la consoler, mais quelque chose l'en retint. La nouvelle gouvernante, Bénédicte, faisait ce qu'il n'avait pas réussi à faire. Elle permettait à Isabelle de ressentir, de pleurer, de libérer la douleur qu'elle gardait depuis si longtemps. Et maintenant, elle racontait une histoire, et sa fille écoutait vraiment.
Joachim sentit quelque chose de serré dans sa poitrine se relâcher légèrement. Peut-être, juste peut-être, cette femme mince aux yeux tristes était-elle différente des autres. Peut-être pourrait-elle atteindre Isabelle, là où tous les autres avaient échoué. Et pour la première fois en 3 ans, Joachim Delacroix sentit une pointe d'espoir. Les jours suivants établirent une routine. Bénédicte se levait tôt, cherchait Isabelle, prenait le café ensemble. Ensuite, selon le temps et l'humeur de la petite fille, elles exploraient les jardins, visitaient les écuries pour voir les chevaux ou restaient dans la chambre d'Isabelle à jouer avec des poupées et des jouets. Bénédicte commença à enseigner les premières lettres à Isabelle. Elle utilisait des brindilles sur le sol de terre pour dessiner l'alphabet. Isabelle observait avec attention et, bien qu'elle ne parlât pas, ses mains commencèrent à imiter Bénédicte, traçant des lettres dans la terre. « Très bien, Isabelle. Vous apprenez vite. » Bénédicte l'encourageait. La petite fille ne souriait pas, mais ses yeux brillaient de satisfaction. L'après-midi, Bénédicte lisait à Isabelle. Elle avait découvert une petite bibliothèque dans la chambre de la petite fille, pleine de livres pour enfants avec des illustrations colorées. Elle lisait avec des voix différentes pour chaque personnage, dramatisait les scènes, faisait rire Isabelle silencieusement. Oui, rire, pas avec un son, mais ses épaules tremblaient et ses yeux s'illuminaient. C'était un progrès. Les repas étaient des moments de communion silencieuse. Isabelle commença à s'asseoir plus près de Bénédicte, touchant parfois sa main, cherchant un contact physique. Bénédicte répondait toujours avec affection, un toucher doux, un sourire encourageant. Le soir, après avoir couché Isabelle, Bénédicte restait quelques minutes de plus à raconter des histoires jusqu'à ce que la petite fille s'endorme. Des histoires de princesses courageuses, d'animaux parlants, de lieux magiques. Et toujours, dans chaque histoire, il y avait un thème d'espoir, de dépassement, de trouver la lumière dans l'obscurité. Une semaine passa. Bénédicte était dans la cuisine, aidant Sébastienne à préparer des galettes de semoule, quand Madame Gertrude entra. « Le colonel veut vous parler », annonça la gouvernante. Son ton était neutre, mais ses yeux montraient quelque chose de l'approbation. Bénédicte s'essuya les mains sur son tablier. « Maintenant, il est dans la bibliothèque. » Bénédicte monta, le cœur battant légèrement plus vite. Elle frappa à la porte de la bibliothèque. « Entrez !» La bibliothèque était impressionnante. Murs couverts d'étagères, en palissandre, livres reliés en cuir de toutes sortes. Une grande table de travail, des fauteuils de lecture, une large fenêtre avec vue sur les champs. Et là, debout près de la fenêtre, se tenait le colonel Joachim. Il portait des vêtements de travail, un pantalon de cuir, une chemise de lin retroussée, des bottes. Il venait clairement de superviser quelque chose au domaine. Il se tourna quand elle entra. « Bénédicte, asseyez-vous, s'il vous plaît. » Elle s'assit au bord d'une des chaises, les mains croisées sur les genoux. Il resta debout, mais sa posture n'était pas intimidante. Il y avait quelque chose de presque hésitant en lui. « Madame Gertrude m'a informé de vos progrès avec Isabelle, » commença-t-il. « Elle dit que la petite fille vous répond. » « C'est le cas, monsieur, lentement, mais c'est le cas. Je l'ai vue. » Il marqua une pause. « Je l'ai vue pleurer sous le figuier. Je vous ai vu la consoler. » Bénédicte se tendit. « Je vous prie de m'excuser si j'ai fait quelque chose de mal, monsieur. Je ne voulais pas. » Il leva la main, l'interrompant. « Ne vous excusez pas. C'était la bonne chose à faire. Je n'avais pas réalisé qu'elle avait besoin de pleurer. Toutes ces années à essayer de la rendre heureuse, et je ne l'ai jamais laissée être triste. » Sa voix était rauque d'émotion. « Vous avez fait en 1 semaine ce que je n'ai pas pu faire en 3 ans. Je n'ai fait qu'écouter, monsieur, juste être présente. C'est plus que ce que j'ai fait. » Il se tourna vers la fenêtre, les mains derrière le dos. « Quand ma femme est morte, je me suis enfermé, non par volonté, mais parce que la douleur était trop grande. Et ce faisant, j'ai enfermé ma fille aussi. Elle avait besoin d'un père et j'étais absent, perdu dans ma propre tristesse. » Bénédicte ne savait pas quoi dire. Cet homme puissant, ce colonel respecté, lui ouvrait son cœur, à elle, une simple employée. Isabelle commence à revenir.
continua-t-il. Je vois la vie de nouveau dans ses yeux, et c'est grâce à vous. Il se tourna pour la regarder. Merci, Bénédicte. Vous n'avez pas à me remercier, monsieur. Je ne fais que mon travail. C'est plus qu'un travail, c'est une vocation. Il marqua une pause. Je voudrais que vous continuiez aussi longtemps que vous voudrez rester. Et si vous avez besoin de quelque chose, de quoi que ce soit qui puisse aider aux soins d'Isabelle, demandez-le simplement. Il y a une chose, monsieur. Dites. Isabelle aime quand je lui lis, mais ses livres sont trop enfantins. Elle est intelligente. Je le remarque. Peut-être des livres plus stimulants, des histoires plus complexes. Joachim hocha la tête, un léger sourire effleurant ses lèvres. Ma bibliothèque est à votre disposition. Choisissez ce que vous jugerez approprié. Merci, monsieur. Il fit un signe de tête, la congédiant, mais quand elle fut à la porte, il la rappela. Bénédicte. Oui, monsieur. Vous avez dit que votre père était instituteur. Il vous a bien enseigné. Isabelle a de la chance de vous avoir. Bénédicte sentit quelque chose se réchauffer dans sa poitrine. Ce n'était pas vraiment de la gratitude, ni du soulagement. C'était de la reconnaissance. Quelqu'un voyait sa valeur, pas ses défauts. Merci, colonel. Elle sortit de la bibliothèque avec des pas plus légers que lorsqu'elle y était entrée. Le soir, dans sa chambre, Bénédicte réfléchit aux dernières semaines. Tout avait changé si vite. Il y a à peine quelques semaines, elle était chez Sylvie, sans espoir, sans avenir. Maintenant, elle était ici, s'occupant d'une enfant qui commençait à s'épanouir sous ses soins, pour un homme qui la respectait, vivant dans une maison où elle était traitée avec dignité. Ce n'était pas parfait, elle était toujours une employée, elle dépendait toujours de la bonne volonté des autres, mais c'était mieux, beaucoup mieux. Et Isabelle, Isabelle. Bénédicte aimait déjà cette petite fille avec une intensité qui la surprenait. Peut-être était-ce parce qu'elle voyait en elle quelque chose d'elle-même, quelqu'un de blessé, de brisé, mais encore capable de guérir. Peut-être était-ce simplement parce qu'elle avait enfin quelqu'un qui avait besoin d'elle, non pas comme une servante, mais comme une personne. Bénédicte ouvrit la fenêtre et regarda les étoiles. Quelque part dehors, Sylvie dormait probablement, satisfaite de la transaction qu'elle avait faite. Tertullien ne pensait probablement même pas à elle. Les enfants l'auraient déjà oubliée, mais ici, dans ce domaine, dans cette maison, elle comptait, elle faisait la différence. Et pour la première fois depuis très très longtemps, Bénédicte de la Croix sentit que peut-être, juste peut-être, sa vie avait de nouveau un sens. 3 semaines s'étaient écoulées depuis l'arrivée de Bénédicte au domaine Sainte-Croix, et la transformation d'Isabelle était remarquable. La petite fille ne parlait toujours pas, mais il y avait de la vie dans ses yeux. Maintenant, elle souriait, non pas avec un son, mais avec tout son visage illuminé. Elle cherchait activement la compagnie de Bénédicte, lui prenant la main, l'attirant pour lui montrer quelque chose d'intéressant, s'exprimant par des gestes et des regards. C'était un samedi matin ensoleillé, quand Bénédicte décida qu'il était temps pour une plus grande aventure. Après le café, elle prit Isabelle par la main. « Aujourd'hui, nous allons faire quelque chose de spécial, » annonça-t-elle. « Nous allons faire un pique-nique près de la rivière. Qu'en pensez-vous » Les yeux d'Isabelle s'écarquillèrent d'enthousiasme. Elle hocha vigoureusement la tête, sautillant sur la pointe des pieds. Sébastienne prépara un panier de délices, du pain au fromage encore tiède, un gâteau de semoule à la confiture de coing, des fruits frais, de l'eau fraîche dans une bouteille en terre. Bénédicte prit une vieille couverture, et avec Isabelle à ses côtés, elles suivirent le sentier qui menait à la rivière. Le chemin serpentait entre des arbres luxuriants, des jacarandas fleuris de violets, des bois de fer imposants, des palmiers de toutes espèces. L'air était parfumé par l'odeur de la forêt, de la terre humide et des fleurs sauvages. Des oiseaux chantaient au-dessus d'elle et des papillons jaunes et bleus dansaient parmi les feuillages. Isabelle s'arrêtait plusieurs fois pour observer. Une chenille poilue, grimpant sur un tronc, une toile d'araignée brillant de rosée, un nid d'oiseaux en terre parfaitement construit. Bénédicte la laissait explorer,
patiente, répondant par des mots aux questions silencieuses dans les yeux de la petite fille. « Vois ce nid, c'est un nid en terre. L'oiseau construit sa maison avec de la boue et de la paille, et elle est si solide qu'elle résiste même aux tempêtes. Intelligent, n'est-ce pas ?» Isabelle toucha délicatement le nid d'un doigt émerveillé. Elles arrivèrent à la rivière après une demi-heure de marche. C'était un endroit magique. La rivière coulait cristalline sur des pierres lisses, formant de petites cascades qui emplissaient l'air du son de l'eau courante. Les rives étaient bordées de fougères et de nénuphars. Un énorme figuier étendait ses branches sur l'eau, créant une ombre fraîche. « Quel endroit parfait !» murmura Bénédicte, étendant la couverture sur l'herbe. « Je parie que votre mère aimait venir ici. » Isabelle hocha la tête, mais cette fois sans tristesse. Juste une confirmation. Elles s'assirent sur la couverture et firent leur pique-nique. Isabelle mangea avec appétit quelque chose qui surprenait encore Bénédicte. Quand elle était arrivée, la petite fille touchait à peine la nourriture. Maintenant, elle dévorait chaque bouchée avec un plaisir enfantin. Après avoir mangé, Isabelle enleva ses bottines et mit ses pieds dans l'eau peu profonde, riant silencieusement de la fraîcheur. Bénédicte l'observait, le cœur serré de tendresse, comme cet enfant avait changé en si peu de temps, comme elle-même avait changé. Bénédicte. La voix grave la fit sursauter. Elle se retourna et vit le colonel Joachim émerger du sentier. Il portait des vêtements d'équitation, des bottes hautes en cuir, un chapeau à large bord. Il tenait les rênes de son cheval, un animal magnifique, noir comme du charbon. « Colonel. » Bénédicte se leva rapidement, lissant sa jupe. « Je ne m'y attendais pas. Pardonnez-moi de vous interrompre. » Il attacha son cheval à un arbre et s'approcha. « Je chevauchais sur la propriété quand je vous ai vu prendre ce chemin. Je voulais m'assurer que vous alliez bien. »« Nous allons très bien. Monsieur, nous faisons juste un pique-nique. » Joachim regarda sa fille, qui sautait maintenant entre les pierres de la rivière, pieds nus, sa robe jaune flottant. Une expression d'étonnement traversa son visage. « Elle joue. »« Oui, monsieur. Elle adore venir dans la nature. Je crois que ça lui fait du bien. Il y a des années que je ne l'ai pas vue ainsi. » Sa voix était chargée d'émotion. « Si libre. » Bénédicte sourit. « Les enfants ont besoin de liberté pour grandir, comme les plantes ont besoin de soleil. » Joachim la regarda vraiment pour la première fois, non pas comme le patron observant son employé, mais comme l'homme voyant la femme. Bénédicte sentit son visage rougir sous ce regard. « Vous avez une sagesse qui dépasse votre âge, » dit-il finalement. « Et un don avec les enfants. Isabelle a beaucoup de chance. La chance est la mienne, monsieur. Elle m'a donné quelque chose que je pensais avoir perdu pour toujours. » « Quoi ? Un but ?» Le mot flottait entre eux, chargé de sens. Joachim fit un pas de plus, et Bénédicte réalisa pour la première fois à quel point il était grand, à quel point sa présence emplissait l'espace. « Puis-je m'asseoir » demanda-t-il, désignant la couverture. « Bien sûr, monsieur, c'est votre terre. » Il sourit légèrement à ce commentaire et s'assit, ôtant son chapeau. Ses cheveux noirs étaient légèrement moites de la chevauchée. « Parlez-moi de vous, Bénédicte. Je sais peu de choses au-delà de ce que Madame Gertrude m'a rapporté. » Bénédicte hésita. Que pouvait-elle dire? Qu'elle avait été vendue comme une charge inutile, qu'elle avait été méprisée pendant des années pour ne pas pouvoir avoir d'enfant, que sa vie jusqu'alors avait été une série de portes se fermant. « Il n'y a pas grand-chose à raconter, monsieur. J'ai perdu mes parents jeunes, je me suis mariée, je suis devenue veuve et maintenant je suis ici. C'est votre belle-sœur qui vous a envoyé ici, n'est-ce pas? » « Oui, monsieur. » « Et vous vouliez venir ?» La question était directe, invasive même, mais pas hostile. Il y avait une curiosité sincère en elle. « Je n'avais pas le choix, » dit Bénédicte honnêtement. « Mais je suis reconnaissante. C'est une bonne maison. Vous êtes un bon patron. » Isabelle regarda la petite fille qui ramassait maintenant des petits cailloux colorés.
Isabelle est un cadeau. Joachim suivit son regard. Elle vous aime, vous savez, je le vois à la façon dont elle vous regarde. Vous êtes la première personne, à part moi, qu'elle ait permis d'entrer, depuis que sa mère est morte. Et elle est la première personne depuis des années qui m'a fait me sentir nécessaire. Les mots sortirent avant que Bénédicte ne puisse les censurer. Ils en révélaient trop, trop. Elle se mordit la lèvre de regret, mais Joachim ne sembla pas la juger. Il se contenta d'acquiescer. Je comprends cette sensation de ne pas être nécessaire, de ne faire qu'exister. Leurs yeux se rencontrèrent, et à ce moment-là, Bénédicte vit en lui quelque chose qu'elle reconnut. La solitude. Cet homme puissant, ce colonel respecté, était aussi seul qu'elle. « Papa !» Le cri silencieux d'Isabelle rompit le moment. La petite fille désignait quelque chose dans l'eau, excitée. Joachim et Bénédicte se levèrent et allèrent vers elle. « Qu'y a-t-il, ma fille ?» demanda Joachim, s'agenouillant à côté d'elle. Isabelle désigna une pierre où un petit crabe rouge se chauffait au soleil. « Ah, un crabe d'eau douce, » dit Bénédicte. « Vois comme ses petites pattes bougent. Il prend le soleil comme nous. » Isabelle regarda son père, puis Bénédicte, et fit alors quelque chose d'extraordinaire. Elle prit la main de chacun et les joignit sur la pierre, les unissant. Bénédicte sentit la grande main calleuse du colonel sous la sienne. Elle sentit la chaleur, la force. Un instant, aucun d'eux ne bougea. Puis, Joachim retira doucement sa main. « Je crois qu'elle veut que nous observions ensemble, » dit-il, la voix légèrement rauque. Ils restèrent tous les trois à observer le crabe, mais Bénédicte sentait le fantôme de cette main sur la sienne, la chaleur qui persistait même après que le contact fut terminé. Cette nuit-là, Bénédicte ne put dormir. Elle se tournait et se retournait dans son lit, son esprit revenant toujours à ce moment près de la rivière, la façon dont Joachim l'avait regardée, la façon dont son cœur s'était emballé quand leurs mains s'étaient touchées, la façon dont Isabelle avait uni leurs mains comme si elle savait quelque chose qu'eux-mêmes ne voulaient pas admettre. C'était dangereux, très dangereux. Il était son patron, un homme de l'élite rurale, respecté et riche. Elle était une employée, une veuve sans famille, sans dot, sans valeur sociale. Et plus important encore, elle était stérile. Même si par un miracle impossible, il y avait quelque chose entre eux, elle ne pourrait jamais lui donner ce dont les hommes de sa position avaient besoin. Des héritiers, Bénédicte serra fort les yeux. Elle ne pouvait pas permettre à ses pensées de grandir. Elle devait les tuer dans l'œuf, elle devait garder ses distances, son professionnalisme. Sa position ici en dépendait. Isabelle en dépendait. Mais quand elle s'endormit enfin, épuisée de pleurer, elle rêva de grandes mains calleuses, tenant les siennes, et d'yeux sombres qui l'avaient regardée non pas comme une employée, mais comme une femme. Les jours suivants, Bénédicte tint à garder ses distances avec le colonel. Quand elle le voyait dans les couloirs, elle saluait rapidement et s'esquivait. Quand il apparaissait pendant les leçons d'Isabelle, elle devenait formelle, professionnelle. Il semblait remarquer le changement mais ne commentait pas. C'est un mardi après-midi que tout changea de nouveau. Bénédicte était dans la chambre d'Isabelle, cherchant un livre que la petite fille avait demandé par geste. La bibliothèque était haute et le livre se trouvait sur l'étagère supérieure. Bénédicte monta sur un petit tabouret en bois, s'étirant pour l'atteindre. C'est alors qu'elle vit, poussée dans le coin le plus profond de l'étagère, presque cachée, une petite boîte en bois avec une serrure. La curiosité l'emporta sur la prudence. Bénédicte prit la boîte. Elle était légère, faite de cèdre sculpté de fleurs. Elle n'était pas verrouillée. La clé pendait de la serrure. « Isabelle, c'est à vous ?» demanda-t-elle en descendant du tabouret. Isabelle regarda la boîte et ses yeux s'écarquillèrent. Elle nia d'un mouvement de tête véhément. À qui est-elle alors? Isabelle désigna un portrait au mur, une belle femme aux cheveux châtains et aux yeux doux, Madame Eulalie, sa mère. Le cœur de Bénédicte s'accéléra. « Voulez-vous que je l'ouvre ?» Isabelle hésita, puis acquiesça lentement. Les mains tremblantes, Bénédicte ouvrit la boîte.
À l'intérieur, il n'y avait qu'un seul objet, un petit carnet relié en cuir marron, un journal intime. Bénédicte regarda Isabelle. « Devrions-nous lire ?» Isabelle acquiesça. Il y avait quelque chose dans ses yeux, un besoin peut-être, comme si elle savait que ce journal contenait des réponses. Bénédicte ouvrit le journal à la première page. La calligraphie était délicate, féminine. Ce journal appartient à Eulalie Delacroix, janvier 1872. Bénédicte tourna les pages, lisant des extraits au hasard. C'étaient des notes quotidiennes, des réflexions, des poèmes, mais au fur et à mesure qu'elle avançait, le ton changeait. Les entrées devenaient plus angoissées, plus désespérées. Une entrée en particulier fit Bénédicte se figer. Octobre 1874. Je suis de nouveau enceinte. Joachim est si heureux, si plein d'espoir. Mais je suis terrifiée. Le médecin a dit qu'un autre accouchement pourrait me tuer. Mon corps ne tiendra pas. J'ai déjà perdu des bébés avant Isabelle. Maintenant, celui-ci. Joachim ne sait pas. Comment puis-je lui dire que le choix est entre ma vie et la vie de l'enfant qu'il désire tant? Un garçon pour hériter de tout. Comment puis-je lui refuser cela? Mais j'ai peur, si peur. Bénédicte sentit des larmes couler sur son visage. Elle continua à lire, les entrées devenant plus espacées, plus désespérées. Décembre 1874. Je suis au 8e mois. Chaque jour est un combat. Isabelle me demande pourquoi je pleure. Comment expliquer à une enfant de 2 ans que sa mère pourrait ne pas voir son prochain anniversaire? Joachim continue de rayonner. Il ne voit pas, ne veut pas voir. La dernière entrée datait de janvier 1875. Le bébé arrive. Je sens les contractions. Joachim appelle la sage-femme. Isabelle dort innocemment dans sa chambre. J'écris ceci en sachant que cela pourrait être ma dernière entrée. Si je meurs, je veux qu'il sache, j'ai aimé mon mari, ma fille, et j'aimerais ce bébé qui pourrait me coûter la vie. Ne blâmez personne, la faute n'est à personne. La vie exige parfois des prix terribles pour les miracles que nous désirons. Bénédicte ferma le journal, les mains tremblant violemment, les larmes coulant librement. Maintenant, Madame Eulalie avait su. Elle savait que l'accouchement la tuerait, mais avait choisi d'essayer quand même, par amour pour son mari qui voulait un héritier, par obligation, par espoir. Et Isabelle avait tout vu. Elle n'avait que 2 ans, mais elle avait vu sa mère mourir. Et le bébé était mort aussi, rendant le sacrifice encore plus cruel, encore plus vide. Bénédicte regarda Isabelle. La petite fille pleurait aussi. Des larmes silencieuses coulant sur son petit visage. « Oh, ma chérie !» Bénédicte tira Isabelle dans ses bras. « Ta mère t'aimait tellement, tellement. » Et elle était très courageuse. Elles restèrent enlacées, pleurant ensemble, tandis que le soleil de l'après-midi peignait la chambre d'orange et d'or. Cette nuit-là, Bénédicte ne put manger. Elle resta dans sa chambre, le journal à la main, relisant les entrées. Chaque mot était un coup de poignard. Madame Eulalie avait été sacrifiée sur l'autel de la fertilité, du besoin de produire des héritiers, tout comme Bénédicte avait été condamnée pour n'en avoir produit aucun. Combien de femmes, à travers les siècles, avaient été mesurées uniquement par leur capacité à enfanter? Combien n'étaient mortes en essayant de satisfaire cette attente impossible? Bénédicte pensa à elle-même, à Raymond, qui s'était éloigné d'elle parce qu'elle ne pouvait pas tomber enceinte, à Sylvie, qui l'avait méprisée pour être stérile comme une terre desséchée, à toute une société qui mesurait la valeur d'une femme par son utérus. Et elle pensa au colonel Joachim. Savait-il que sa femme était morte en essayant de lui donner l'enfant qu'il désirait tant? Portait-il cette culpabilité? De légers coups à la porte la tirèrent de ses pensées. « Entrez !» C'était Rose, apportant un plateau avec du thé et du pain. « Madame Gertrude a envoyé. Elle a dit que vous n'aviez pas dîné et que vous deviez manger quelque chose. »« Merci, Rose. » Bénédicte prit le plateau machinalement. Rose remarqua le journal sur le lit. Ses yeux s'écarquillèrent. « Où avez-vous trouvé ça ?»« Dans la chambre d'Isabelle, il appartenait à Madame Eulalie. » Rose s'assit au bord du lit sans demander permission.
son informel étant un signe de l'amitié qui avait grandi entre elles. « Et vous l'avez lu ?»« Oui. » Bénédicte marqua une pause. « Rose, que s'est-il passé exactement quand Madame Eulalie est morte ?» Rose soupira lourdement. Ce fut le pire jour de cette maison. Elle était en travail depuis 2 jours. 2 jours d'agonie. La sage-femme disait que le bébé était mal positionné, qu'il fallait le tourner, mais elle n'y arrivait pas. Madame Eulalie saignait, criait, et Isabelle était dans la maison. Elle pouvait tout entendre. Personne n'a pensé à enlever la petite de là. Mon Dieu! Quand le bébé est finalement né, c'était un petit garçon mort. Et Madame Eulalie a tellement saigné qu'aucun linge, aucune prière n'a pu l'arrêter. Elle est morte là, dans le lit qu'elle partageait avec le colonel. Rose essuya ses yeux. Le colonel, je ne l'avais jamais vu pleurer ainsi. Il a tenu son corps toute la nuit, refusant de la lâcher, et Isabelle était dans le coin de la chambre, voyant tout en état de choc. Elle n'a plus jamais parlé après ce jour. Bénédicte sentit la nausée. Et le colonel, il se blâme. Je ne sais pas ce qui se passe dans sa tête, mais je sais qu'il n'est plus jamais entré dans cette chambre. Il dort maintenant dans une aile différente. Et il n'a plus jamais touché une femme, n'a plus jamais montré d'intérêt. C'est comme s'il était mort avec elle. Les 2 femmes restèrent silencieuses un long moment. Puis Rose demanda doucement « Pourquoi posez-vous toutes ces questions ?» Bénédicte ne répondit pas immédiatement. « Parce que j'ai besoin de comprendre. J'ai besoin de comprendre cet endroit, cette famille, pour pouvoir aider Isabelle. » C'était un mensonge, ou du moins ce n'était pas la vérité complète. Elle avait besoin de comprendre parce qu'elle commençait à ressentir des choses qu'elle ne devrait pas, et elle avait besoin de savoir si l'homme qui occupait de plus en plus ses pensées portait la culpabilité de la mort de sa femme. Le lendemain matin, Bénédicte prit une décision. Elle devait parler au colonel du journal. Il avait le droit de savoir qu'elle l'avait trouvé. Elle demanda à Madame Gertrude une audience. La gouvernante la regarda étrangement, mais accepta de l'organiser. « Il vous recevra à 15 heures dans la bibliothèque. » Bénédicte passa la journée dans un état de nerfs, donna des leçons à Isabelle, qui semblait sentir son agitation et fut plus calme que d'habitude. Elle déjeuna sans savourer. Quand 15 heures arriva enfin, elle monta à la bibliothèque, le journal entre ses mains tremblantes. Elle frappa. « Entrez !» Joachim était assis derrière sa grande table de travail, des papiers éparpillés devant lui. Il semblait fatigué, les lignes autour de ses yeux plus prononcées. Il se leva quand elle entra. « Bénédicte, Madame Gertrude a dit que vous aviez besoin de me parler. »« Oui, monsieur. » Elle s'approcha de la table. « J'ai trouvé quelque chose dans la chambre d'Isabelle. Je crois que vous devriez le voir. » Elle posa le journal sur la table. Joachim le regarda. Toute couleur quitta son visage. « Où avez-vous trouvé ça ?»« Sur l'étagère haute de la chambre d'Isabelle. C'était caché. Je vous prie de m'excuser si je n'aurais pas dû le lire, mais... Vous l'avez lu. » Ce n'était pas une question. « Oui, monsieur. » Il prit le journal avec des mains qui tremblèrent légèrement, l'ouvrit à une page au hasard, lut quelques lignes, le referma brusquement. « Combien avez-vous lu ?»« Tout. » Joachim s'éloigna, lui tournant le dos. Ses épaules étaient tendues. « Alors, vous savez. Je sais que votre femme était consciente des risques. Je sais qu'elle avait peur. Et vous savez aussi que je l'ai tuée. » Sa voix était rauque, pleine de douleur auto-infligée. « Non, monsieur, ce n'est pas vrai. » Il se retourna, les yeux ardents. « Non, je voulais un héritier, un fils. Je l'ai pressée, et elle est morte en essayant de me donner ce que je désirais. »« Elle a choisi, » dit Bénédicte fermement. « Lisez la dernière entrée. Elle a choisi d'essayer par amour, peut-être par espoir, mais c'était son choix. Comment cela peut-il être un choix quand toute la société dit qu'une femme n'a de valeur que si elle produit des héritiers ?» Sa voix monta. « Comment cela peut-il être un choix quand moi, son mari, je lui ai clairement fait savoir que je voulais plus d'enfants? Avait-elle une alternative ?» Bénédicte fit un pas en avant.
peut-être pas. Mais vous culpabiliser pendant 3 ans ne la ramènera pas. Cela ne fait que vous tuer aussi, et laisse Isabelle sans père, en plus d'être orpheline. Il la regarda fixement. Vous ne comprenez pas. Je comprends plus que vous ne le pensez. Bénédicte sentit une colère soudaine. La colère pour Eulalie, pour elle-même, pour toutes les femmes mesurées uniquement par leur ventre. Je comprends ce que c'est que d'être considéré comme sans valeur, parce que votre corps ne produit pas ce que les autres exigent. Je comprends ce que c'est que d'être blâmé pour quelque chose qui n'a peut-être jamais été de votre faute. Je comprends, colonel, je comprends parfaitement. Silence. Puis Joachim dit doucement, « Votre belle-sœur vous méprisait pour ne pas avoir d'enfant. Elle me méprisait, elle m'utilisait, elle m'a vendu comme si j'étais du bétail inutile. Et vous portez cela? Je le porte. » Les mots sortirent en un murmure. Je porte le poids d'être considéré comme brisé, incomplète, inutile. Je sais ce que votre femme a ressenti, colonel. Je connais la terreur de ne pas répondre aux attentes. La différence est qu'elle est morte en essayant et j'ai vécu en étant méprisé pour ne pas y arriver. Quelque chose changea sur le visage de Joachim. Un adoucissement, une compréhension. Il fit un pas vers elle. « Vous n'êtes pas brisé, Bénédicte. » « Comment monsieur peut-il le savoir? » « Parce que je vois ce que vous avez fait pour Isabelle. Je vois la vie que vous avez ramenée dans cette maison. Je vois la femme que vous êtes, forte, douce, sage. C'est cela la valeur, pas le nombre d'enfants que vous pouvez ou non avoir. » Des larmes emplirent les yeux de Bénédicte. Le monde ne pense pas ainsi. Alors le monde se trompe. Ils étaient très proches. Maintenant, Bénédicte pouvait sentir la chaleur émanant de lui et voir les taches dorées dans ses yeux sombres, compter chaque fil argenté sur ses tempes. « Colonel, La porte s'ouvrit abruptement. Madame Gertrude entra, s'arrêtant net en voyant leur proximité. « Pardon, je ne savais pas que vous parliez encore. » Bénédicte recula rapidement, essuyant ses yeux. Nous avions fini. Joachim s'éclaircit la gorge. « Que désirez-vous, Madame Gertrude? Du courrier urgent de la capitale est arrivé. » Il hocha la tête. « Bénédicte, merci de m'avoir apporté le journal. Cela a beaucoup signifié. À vos ordres, monsieur. » Elle sortit rapidement, sentant les yeux paix.